Ça, c'est vraiment cette partie nouvelle de l'IA générative. C'est que, en fait, on va avoir des photos qui vont commencer à s'adapter aux utilisateurs. On commence à faire des A/B tests de notre côté chez Photoroom sur quelle photo performe le mieux. Et donc, c'est super intéressant. Là où on va, c'est en fait, quand ça coûte 10 000 € de faire un shooting photo studio, on peut pas faire des tests. Avec l'IA générative, ça coûte, 1 euro, je peux faire 15 photos différentes. On fait des tests et on regarde ce qui marche. Et je pense que la direction dans laquelle on va, c'est avoir des photos en fait qui vont s'adapter aux clients. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Rouif, le cofondateur de Photoroom. Salut Mathieu, ça va? Bonjour Laurent, ça va très bien. Et il se trouve que Mathieu est pas un vieux copain, mais une vieille connaissance. On a fait connaissance dans début des années 2010, je pense, à Paris, quand il y avait encore que 3 startups à Paris. Il a eu une expérience assez incroyable, mais il passe, je l'ai appris à l'instant, d'ici peu chez Mathieu Stéphanie, dans Génération Do It Yourself, et je pense que vous aborderez tous ces sujets. Plusieurs startups lancées, une startup revendue, une expérience chez GoPro, YC, Y Combinator, qui est le meilleur accélérateur du monde que tu as fait à distance puisque c'était à la période Covid, pour lancer Photoroom. C'est quoi Photoroom? Photoroom, c'est la meilleure app partout, iOS, Android, Web, pour aider les commerçants à faire des bonnes photos à vendre. Donc on dit notre mission, c'est en anglais, désolé, Power Commerce Photography. Donc vraiment donner accès à la création de photos, donc démocratiser la création de photos pour les commerçants, les entrepreneurs, les small business. Et on utilise l'AI pour faire tout ça. L'AI générative, tu vas me dire ce que c'est. Alors pourquoi je te reçois aujourd'hui? Déjà parce que j'avais envie que tu me racontes un peu l'histoire de Photoroom brièvement, mais en l'espace de quelques années à peine, plus de 50 millions de téléchargements, plus de 10 millions d'utilisateurs actifs. Première app photographie, je dis une bêtise? En ce moment, on est la première app de photographie dans 50 pays du monde entier. Ouais, c'est très international. Combien de nouveaux téléchargements chaque jour? On n'est pas loin des 200 000 téléchargements. Nouveaux téléchargements chaque jour, c'est ouf. Une dizaine de millions d'utilisateurs actifs et quelques centaines de milliers d'utilisateurs payants. Et une bonne partie d'entre eux, les 2/3, sont des gens qui utilisent l'application pour leur profession, pour leur métier. Donc, tu as des créateurs, tu as des business owners, des small business owners, donc des gens qui ont des boutiques, par exemple, des chefs des restaurants. Et puis, tu as des revendeurs ou des gens qui ont des e-commerce. Je te reçois donc pour aborder ce sujet, que tu me racontes un peu l'aventure Photoroom dans les grandes lignes. Et ensuite, surtout, vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, la photo, ça fait vendre, point. Et donc, j'ai envie que tu me donnes tes conseils sur des bonnes photos, des bons packshots, des bons listings produits, du bon marketing, de la bonne projection. Une photo d'un produit, ça sert à se projeter au moment de l'achat. Une photo d'un même produit peut être différente en fonction des interfaces et surtout des canaux sur lesquels je la consulte. Une photo produite dans Google Shopping que je vais retrouver sur mon site, c'est pas forcément la même. Il y a des codes à respecter. Eh bien, c'est tes conseils que je vais recevoir aujourd'hui. Avant qu'on se lance, j'ai juste envie que tu m'expliques ce que c'est la Generative AI. Donc l'intelligence artificielle générative. Oui, l'IA générative ou Generative AI, c'est en train d'exploser actuellement. Donc je crois qu'il y a 100 millions d'utilisateurs sur ChatGPT. C'est l'idée d'avoir de l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Donc ChatGPT, c'est un chat, donc je discute avec une IA. Mid-journée, je crée une image à partir du texte. Chez Photoroom, je crée une image
une photo produit à partir de l'IA. Donc l'IA va inventer soit du texte, soit de l'image. Et ça devient vraiment un assistant créatif au quotidien. Genre, tu l'utilises tous les jours, de l'IA générative. Moi aussi, je pousse l'équipe à le faire. Et ça change vraiment la manière dont on travaille, surtout dans la tech. Ouais, il y a plein de manières de l'envisager, mais c'est vrai que chez Cosa Vostra, je le vois comme un truc qui nous rend plus fort, comme le jour où les comptables ont eu des calculatrices. Moi, Midjourney me permet de faire des expressions de besoin, des moodboards beaucoup plus rapidement pour faire passer un message à un photographe qui ferait un shooting ou un designer qui ferait un logo. Ouais. Effectivement. Ça va la semaine dernière, quelles sont les idées de packshot produits pour tel type pour vendre un bijou à on avait un copycat qui s'est lancé la semaine dernière, qui avait clairement copié nos designs. Comment est-ce qu'on lui envoie un email pour take down cette app? Donc ça marche en 1 heure, ça va plus vite. Ça va plus vite que ton avocat? Ça va plus vite que notre avocat. Alors faut l'utiliser on utilise toujours nos avocats quand il faut, mais là quand il faut aller vite, c'est assez pratique. À $500 de l'heure, peut-être qu'il vaut mieux. Ouais. Tu es basé à Paris et Photoroom, c'est assez hallucinant. Je vous invite tout de suite à la télécharger et à faire un test. Il y a plusieurs fonctionnalités. On peut effacer des éléments d'une photo, mais surtout on peut détourer une photo. J'essaie de résumer avec mes mots et ensuite tu me reprendras, comme ça on verra si j'ai bien compris. Mais j'ai joué avec déjà évidemment. Ça me permet de détourer un produit et de le poser sur un fond qui est généré uniquement pour moi, sur un thème qui est choisi. Ça peut être un coucher de soleil, ça peut être Pâques en ce moment puisque c'est le thème, et de poser le produit sur ce fond de manière tout à fait réelle très bientôt, parce que tu me l'as montré, je crois que c'est en bêta. C'est peut-être menti, je sais pas, mais je pourrais projeter des ombres et du coup donner une réelle profondeur à la photo. Mais déjà là, le résultat est assez bluffant. Je peux resizer, je peux remodeler la taille, changer la taille de l'objet qui a été détouré. Ça marche aussi avec du transparent. Alors c'est assez bluffant. Je l'ai fait avec une bouteille tout à l'heure et des verres sur un fond, et ça marchait bien. Et ensuite, du coup, d'aller le publier directement sur Insta, si je suis un créateur de contenu, TikTok, non pas TikTok, parce qu'il n'y a pas de photo, mais Lemonade qui est sorti aux US et sur lequel il y a des photographies, ou mon Shopify, mon Etsy, voilà. Alors je vous invite tout de suite, effectivement, à télécharger l'app, faire un test. Vous pouvez aussi, si vous avez Instagram sous la main, aller sur un compte qui s'appelle on a parlé, alors on n'a pas pris l'exemple le plus simple, mais Komodo Zapatillas, qui est un client à vous qui est mexicain, tu m'as dit? Mexicain, oui, on est très internationaux. Le compte Photoroom aussi sur Instagram et TikTok est assez gros et il y aura beaucoup d'exemples. Voilà. Alors Photoroom sur Instagram, ça vous donnera de bons exemples. Vous pouvez ouvrir Etsy et puis chercher Cape Town Fashion par exemple. Vous pouvez aller sur le site de vintagecollectif.com et vous verrez aussi des usages de Photoroom. Mais effectivement, peut-être que le plus simple, c'est d'aller sur Photoroom et vous avez de beaux exemples. Raconte-moi comment on arrive à 50 millions d'utilisateurs de téléchargements en quelques années à peine. Alors, oui, effectivement, ça arrive pas du jour au lendemain. Je pense que l'idée, c'est que, personnellement, ça fait 15 ans que je travaille sur les applis de photographie. Donc, je te racontais que j'ai le premier cours de dev iPhone à Stanford, et c'est là-dessus, j'ai voulu monter une boîte de photos et j'ai sauté sur le sujet. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs apps de photos, mais bon, ça fait 15 ans que je fais des applis mobiles et je travaille sur la photographie. Mon associé Elliot, ça fait 8 ans qu'il travaille sur de l'intelligence artificielle. Je ne l'ai pas cité, Elliot Andres, pardon, ouais. Qui est ton cofondateur. Et du coup, j'étais chez GoPro, je m'occupais des applis de photos et de vidéos. On avait beaucoup d'utilisateurs, plus de 100 millions. Et l'idée, c'est que j'avais quelques raccourcis, je pense, pour lancer une app de photos et avoir beaucoup de téléchargements. Donc Photoroom, je pars de chez GoPro en 2018. On lance avec Elliot. Et je pense que si on a 50 millions d'utilisateurs, on commence par cette idée de fond blanc, de séparer le sujet du fond, parce que c'est ce que j'ai vu les gens faire c'est ce que je faisais personnellement, ce que les gens faisaient chez GoPro d'ailleurs, et toujours éditer différemment le sujet du fond. Et donc on s'est dit que c'était globalement une bonne idée, un besoin assez basique. Et on a lancé très vite et on a parlé beaucoup aux utilisateurs. Et donc je pense que c'est un mélange de product market fit où tout de suite ça parlait aux gens et on a réussi à le représenter d'une manière où on pouvait faire de l'acquisition assez facilement. Mais on s'improvise pas sur ce sujet qui est très très technique, sur lequel il y a de la recherche, de l'AI effectivement. Combien de temps vous avez mis à sortir une première version? Alors là, pour le coup, on était
alors ça faisait 8 ans, je pense tous les deux qu'on travaillait sur l'IA, mais on a été très rapide sur la première version puisqu'on l'a sortie en 2 semaines. Il y avait même un article de blog post sur le sujet. Un des apprentissages de GoPro, c'était cette idée que, et Google l'a pas mal formalisé, c'était si tu veux lancer une appli d'intelligence artificielle, la première version ne doit pas utiliser l'intelligence artificielle ou au moins quelque chose qui est off the shelf. Ne doit pas. Ouais, exactement. Do things that don't scale. Alors, on en a parlé plusieurs fois ici, puis si vous écoutez Génération Data Yourself, vous le savez, mais on a la cheat sheet de YC, de Y Combinator au bureau avec les 20 règles, 15, 20, 21, je sais plus, à respecter. Il y en a une, c'est faire des choses qu'on ne peut pas répéter à l'échelle, mais au moins pour prouver. Exactement. Et donc, pas d'AI dans la première version. Effectivement, si vous tapez, alors j'ai tapé Photoroom Launch 2 Weeks, et c'est le premier lien, 10 tools to ship an iOS app in 2 weeks. Ouais. Donc effectivement, c'était un apprentissage de GoPro où on détectait les parties intéressantes des vidéos, et la première version c'était plutôt de l'aléatoire, vraiment de l'aléatoire, et après on a fait des choses intelligentes. Sur l'usage de Photoroom, on a pris un modèle de machine learning, donc une intelligence artificielle qui existait et qui était open source, qu'on a mis dans l'application, qu'on a optimisé. Mais il n'y avait pas de développement spécifique sur cette IA au début. Le but, c'était vraiment d'avoir cette application. Même, on a fait tout de suite payer certaines personnes pour avoir le feedback des gens qui payaient. Et on a pris ce feedback pour itérer. Et ça a pris 6-7 mois avant d'avoir ce product market fit. Mais le but, c'était vraiment de show don't tell, de montrer le produit et d'avoir du feedback plutôt de raconter et de faire des plans sur la comète. Vous avez fait des trucs un peu étonnants pour avoir originaux, pour avoir du feedback? Alors, oui, idée inspirée de Zenly, mais on allait toutes les semaines du coup au McDonald's des Halles où on demandait aux gens de tester l'application en échange on leur offrait le menu si ils testaient l'application. Et à tel point que pendant quelques mois j'étais banni du McDo des Halles, le videur voulait plus me laisser rentrer. Ok, c'est drôle. Tu les prenais juste pour comprendre comment pratiquement tu as fait. Tu t'es mis à l'extérieur, t'as proposé aux gens de leur je vous laisse tester une app, enfin tester mon app et je vous paye le menu. Ouais, tout bêtement. Et okay. On discutait. Alors on essayait d'être aussi aimable que possible, et parce que les gens cherchaient l'arnaque, et parce que globalement c'est assez amusant de tester une application, mais c'est bon, ça, on n'avait pas tout le jour des oui, hein, mais je pense que c'est le quotidien des entrepreneurs. Et donc les gens téléchargeaient l'app et on leur demandait juste de tester avec. On leur demandait s'ils vendaient des produits en ligne assez rapidement, parce que c'était une des niches qu'on a vu. Mais on leur demandait leur usage photo et après de tester l'application et de nous donner du feedback. T'as payé combien de menus? Une bonne centaine. Ma première fille à ce moment-là, et c'était là, je me souviens très bien, cette année-là, c'était les Monsieur Madame. On a une collection énorme de Monsieur Madame de petits milles de l'époque. Donc ouais, on a payé je pense une bonne centaine de menus. Vous avez levé un peu plus de 20 millions de dollars, 21 millions de dollars, c'est ça? Ouais, exactement. Dont une grosse levée il y a quelques mois, de 19. Vous êtes 40 aujourd'hui? On est 40. Ok. Toute l'Europe. Comment est-ce qu'on passe de quelques bêta-testeurs Alors pardon, non, juste avant d'aller là-dessus, t'as dit un autre truc qui est intéressant et c'est beaucoup qu'on en parle. Alors on est sur un podcast e-commerce et pas SaaS, mais il y a eu une mode à l'époque où on disait plus de bêta gratuite pour avoir du feedback utilisateur, mais faire payer les gens dès le début pour savoir ce qu'ils en pensent et surtout qu'ils aient du skin in the game dans les feedbacks qu'ils donnent. Alors je pense que sur les applis mobiles, il y a quand même un usage qui est beaucoup plus large que l'e-commerce ou le SaaS. Donc, je pense que ce que nous, on a fait qui était différent des autres applis mobiles, c'était directement un abonnement, et on répondait principalement aux gens qui payaient, parce que c'était un usage... les applis photo, ça concerne 5 milliards de personnes, donc on peut pas prendre et donner la même valeur à tous les feedbacks, et c'est vraiment concentré sur les gens qui nous donnaient du feedback, qui payaient un abonnement. Et donc, ça nous a appris beaucoup de choses. Et c'était... Je pense qu'on lancer une appli mobile en 3 semaines avec un abonnement, je pense qu'il y a peu de personnes qui l'avaient fait à ce moment-là. Et t'avais déjà des fonctionnalités avancées pour les abonnés? Honnêtement, on avait, en 3 semaines, j'avais honte du produit, hein, mais il y a des gens qui voyaient, qui croyaient, et en fait, il y a des gens qui se projettent tout de suite. Et puis il y avait des gens qui cherchaient et qui s'attendaient à voir quelque chose et qui nous disaient, bah là, ça marche pas pour mon usage. Donc assez vite, il y avait c'est des gens qui se projetaient et qui nous disaient ce dont ils avaient besoin. Et surtout, cette idée quels sont les utilisateurs qui utilisaient l'app fréquemment.
Et donc on pouvait voir à la fois ceux qui payaient, ceux qui utilisaient l'app fréquemment, qui est un peu un des pièges des applis de photos parce que j'étais chez GoPro. C'est les gens cherchent toujours la nouvelle appli pour faire quelque chose d'intéressant, de créatif, et ils partent au bout d'un mois pour aller télécharger une autre appli. Et donc avoir cette vision dans les analytics des gens qui restent et qui ont un besoin et qui te demandent d'améliorer l'application, c'est vraiment une mine d'or. Ok, donc bien analyser vos cohortes pour voir l'usage que font les utilisateurs les plus actifs et surtout, d'ailleurs, enfin pas surtout, mais et aussi l'usage des cohortes qui partent. Ouais, exactement. Et voir cet usage. Et puis on avait vu qu'on faisait, dans notre ADN, on a cette intelligence artificielle. Elliot, moi, on l'a fait. On savait, l'IA nous dit, bah ça c'est une photo de vêtements, ça c'est une photo de sac à main, ça c'est une photo de personne. Et on a bien vu rapidement que quand les gens prenaient des photos de produits, bah il y avait 50% de rétention en plus. Donc on s'est dit bon, on va parler à ces gens-là et on va pouvoir se concentrer. Et le fait de se concentrer, au début, le premier mois, on faisait photo vidéo, on a fait un workshop avec Apple, on faisait photo vidéo. On s'est concentré sur la photo, ça a marché 10 fois mieux. On s'est concentré sur l'e-commerce et faire des fonctionnalités pour l'e-commerce et ça marchait encore 10 fois mieux. Donc vraiment ce focus de parler aux users et de développer pour eux. Je fais une toute petite parenthèse, mais en fait, on va faire un super test de Photoroom tout à l'heure. Je prendrai une photo de toi et puis on va détourer le fond. On va voir, ce sera la jaquette de cet épisode. Exactement. Utiliser les feedbacks utilisateurs pour grandir. Et du coup, comment est-ce qu'on passe, c'était le début de ma question tout à l'heure, mais de se faire vider, se faire jeter du McDo parce que tu t'emmerdes les clients à 50 millions de téléchargements. Tu t'as compris rapidement que c'était les créateurs de contenu autour de produits qu'il fallait peut-être creuser. Ouais. Et ensuite on a eu une première grosse phase de croissance en 2020. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est concentré sur les gens qui utilisaient l'application et c'était les vendeurs sur eBay et les vendeurs sur les marketplaces. Donc on a amélioré le produit pour ça, on l'a rendu plus simple. Comment est-ce que eux t'ont découvert et t'ont trouvé ? Là, bouche à oreille. C'est le bouche à oreille et on a commencé à avoir une ou deux vidéos début 2020 de youtubeurs sur eBay. Je pense que c'est l'année aussi où eBay a commencé à introduire sa fonction de détourage de son côté. Et en fait, il y a des youtubeurs qui ont commencé à comparer par rapport pour faire du contenu. Et ils ont dit, bah, en fait, Photoroom, c'est 10 fois mieux. Arrêtez d'utiliser eBay, vous allez pas vendre. Et du coup, on leur a parlé et on a compris effectivement cet usage. Et après on a eu Gary Vee, qui a parlé de nous début 2020. Donc là, attends, comment ça s'est fait ça ? Alors Gary Vee, chers auditeurs, c'est Gary Vaynerchuk. Ouais, exactement. J'oublie tout le temps Gary Vee, qui est un entrepreneur, mais très loquace sur la creators economy et qui a beaucoup de followers sur les réseaux, ouais. Qui dit des choses assez intelligentes, ça vaut le coup de suivre. Ouais, alors comment ça s'est passé ? Je crois que en fait c'est moi j'ai créé du contenu et je l'ai pingé sur Twitter et je lui ai demandé de me retweeter et il m'a retweeté un coup de chance ce jour-là et on a eu 100 000 vues sur nos vidéos, les meilleures cohortes d'utilisateurs qu'on a et on a vraiment ça nous a permis vraiment d'atterrir dans cette communauté de vendeurs sur les marketplaces sur eBay. Ok. On était deux, hein, il y a toujours Elliot et moi parce que à ce moment-là et c'était on avait vraiment décidé de se concentrer encore plus sur les resellers à ce moment-là, donc rendre ça encore plus facile. Donc, tu as une phase d'accélération hockey stick sur les resellers eBay. Ouais. Et ensuite on commence à avoir 2-3 leviers de croissance. C'est le début on a fait Y Combinator à ce moment-là, mais le premier, c'est on a une appli qui est gratuite avec une watermark où il y a marqué Photoroom. Donc aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle communauté Facebook groupe de revendeurs sur des marketplaces ou même d'e-commerce, tu cherches Photoroom. Tu vois plein de photos donc avec la petit logo Photoroom. On a commencé à faire de l'acquisition la paid acquisition, donc sur l'acquisition payante sur Facebook et sur à ce moment-là, ça a très bien marché, Facebook, Instagram. Après on a TikTok qui a commencé une première app à avoir bien fait marcher TikTok. Donc en fait, on savait qu'il y avait une partie d'organique avec nos logos et tout, donc on a un peu ouvert les vannes et ça a très bien marché avec un pourcentage assez sain de payants et d'organique. Ouais, dans les ordres de grandeur, donc une 50aine de millions de téléchargements à date, une dizaine de millions d'actifs, donc 1/5, 20%, c'est pas mal, et quelques centaines de milliers d'utilisateurs payants, donc encore une fois un dixième, un 20e, un 30e. Et surtout, très rapidement, un abonnement payant et donc des revenus. Ouais, exactement. Et donc, on avait
Donc dans le domaine du SaaS, c'est cette payback window, donc à quel point on récupère l'argent qu'on a dépensé. Donc c'était de l'ordre de 1 ou 2 mois. Donc il n'y avait pas vraiment de problème de croissance. D'ailleurs, je pense que ce que nous disait Y Combinator assez récemment, c'est qu'ils avaient rarement vu. Ils ont vu quelques boîtes croître de 1 à 20 millions de revenus rapidement, mais avec aussi peu d'argent levé. Donc c'était avant notre série A. C'est une des premières fois qu'ils voient ça. Et vous faites combien de revenus là? Est-ce que vous communiquez là-dessus? On communique pas. Vous communiquez pas là-dessus. Bah, vous ferez le calcul, chers auditrices, chers auditeurs. Je fais une petite parenthèse, mais un vieille connaissant qui s'appelle Pierre Valade, qui avait monté Sunrise, qui était un outil de gestion de son calendrier plus visuel, plus limpide, plus fluide que Google Calendar, et qui s'est fait racheter, je veux pas dire de bêtises, mais une centaine de millions de dollars par Microsoft, avait dit, je pense que c'était sur le podcast de Génération Do It Yourself, mais que s'il avait mis une formule payante tout de suite, il aurait eu un multiple en termes de levée ou de revente qui aurait été largement inférieur à un potentiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est très et en même temps votre approche est très française. Faire du revenu, ça a du sens. C'est pragmatique. Le faire rapidement, ça a du sens pour construire son business. Ouais, alors je pense que c'était effectivement, je pense que ce que j'ai appris chez GoPro, c'est que donc avant j'étais dans une startup Stupéflix que GoPro a racheté en 2016, où on faisait du montage automatique de photos et de vidéos, toujours avec on a la petite watermark pour les utilisateurs gratuits. Et donc je pense que un des apprentissages d'avoir travaillé dans les applis de photos et de vidéos pendant une dizaine d'années, c'est cette watermark, ce logo, ça marche pour la croissance. Et en fait, à un moment GoPro, on a mis l'application gratuite pour tout le monde et ça a pas fait plus de croissance de ce côté-là. Donc il y a des gens qui trouvent qu'il y a de la valeur de cette application, qui sont prêts à payer et donc ça l'impact sur la croissance aujourd'hui, il est pas aussi fort que ce qui était pour Sunrise il y a je pense 5-6 ans. OK, hyper intéressant. Avant de rentrer dans dans les conseils que tu peux nous donner sur les photos, j'aimerais juste que tu me parles de la photographie. La photographie dans la vente, sur eBay, sur Shopify, sur Etsy, et son évolution récente, moins récente, l'usage de la 3D, l'usage tu vois, quelle évolution tu vois si on prend un peu de hauteur, de big picture? Oui, alors, moi je viens de la photo du coup de chez GoPro, en usage perso, donc il y a cet usage de la photographie, c'est là pour raconter une histoire. Je pense que c'est c'est aussi pour raconter l'histoire du produit en e-commerce, mais du coup j'ai appris beaucoup de choses ces dernières années sur la photo dans l'e-com et dans les marketplaces. Donc on a commencé par le fond blanc. Pourquoi est-ce que c'est important? Je pense que c'est ce que nos utilisateurs nous disent. J'ai une photo produit, je veux avoir un fond blanc sur mon site, sur mon compte de marketplace. Pourquoi je fais ça? Ça donne l'impression que je suis pro. Et quand je suis tout seul ou je suis une ou deux personnes, avoir l'air pro, c'est vraiment important. Il y a le côté humain qui existe, mais est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui est tout seul? C'est un peu la question. L'importance de la réassurance et de la légitimité, quoi. Okay. Ouais. Donc le premier point. Deuxième point, il y a un certain nombre de marketplaces qui demandent un fond blanc parce que c'est là-dessus qu'ils vont aller acheter des placements marketing d'ads. Donc par exemple eBay, ils font des pubs sur Google pour être à côté de les dernières Nike et avoir une version moins chère. Et donc pour être sur Google Shopping, il faut un fond blanc. C'est un des critères de Google. Donc si vous voulez que la marketplace elle fasse la promotion de votre produit, avoir un fond blanc c'est très important. Et donc voilà. Et après, et tes convictions sur à quoi ressemblera un asset produit dans 3 ans, dans 5 ans? Ouais. Alors je pense que ça c'est vraiment cette partie nouvelle de l'IA générative. C'est que en fait on va avoir des photos qui vont commencer à s'adapter aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'on commence à faire des A/B tests de notre côté chez Photoroom sur quelle photo performe le mieux. Et donc c'est super intéressant. Là où on va, c'est en fait quand ça coûte 10 000 € de faire un shooting photo studio, on peut pas faire des tests. Avec l'IA générative, ça coûte 1 euro, je peux faire 15 photos différentes. On fait des tests et on regarde ce qui marche. Et je pense que la direction dans laquelle on va, c'est avoir des photos en fait qui vont s'adapter aux clients. Donc une photo presque dynamique qui, en fonction peut-être de l'heure à laquelle je consulte le site ou l'endroit, si on arrive à me géolocaliser, me mettre une photo plutôt sur un coucher de soleil à la plage versus un lever de soleil à la montagne.
Ouais, exactement. Alors c'est ce que Netflix, Spotify font, c'est-à-dire qu'ils sont 30 assets différents pour chaque film, chaque contenu, et en fonction de quel film t'as regardé la semaine dernière, ils vont te présenter une photo, et puis après ils vont essayer une autre pour du retargeting. Je pense que ça va encore une fois, notre mission, c'est tous les entrepreneurs, les small business, leur donner accès à ce que les grands ont comme outil. Et donc je pense que si je vends un meuble, une chaise, il y a certaines personnes qui vont avoir un design épuré, moderne, et puis certains qui veulent un fond un peu cosy. Et avec Photoroom, même aujourd'hui c'est possible. J'ai ces deux environnements et je regarde et j'essaye et je teste avec deux audiences différentes, celle qui marche le mieux. Mais si je tire le trait, aujourd'hui Photoroom c'est mon app, moi créateur de contenu ou vendeur. Je crée mes différents packshots, mes différents visuels que je vais mettre sur mon site. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard un outil, Photoroom ou un autre, mais qui soit carrément sur le site de destination et qui génère de la photo et du packshot en fonction de la visite? Je pense que ça va aller dans cette direction. Et quand on dit l'IA générative, c'est avoir un film qui est adapté à tout le monde. Donc ça va être la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'usages qui viennent de la pub, donc ça va venir sur la pub aussi. Et c'est ce sur quoi on travaille nous aujourd'hui, c'est s'adapter à chaque client pour que chacun puisse raconter, chaque e-commerçant puisse raconter son histoire. Et après, je pense que ça va s'adapter à l'audience directement et ça va être dynamique sur les sites. Et ça, je pense que c'est ce qu'on aura dans quelques années sur l'e-com. On a vu une explosion aussi de la vidéo plus social selling, en tout cas photo plus social selling, mais en vidéo plus social selling. T'as un avis sur le sujet? Ouais, je pense que, effectivement, les gens veulent connecter à l'humain qui est derrière cette personne qui vend. Et donc, ça me surprend pas, parce que j'avais vu chez GoPro que ça marche très bien. Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'air pro. Donc, pour l'instant, on se concentre sur la photo et on peut pas tout faire bien. Mais je pense que avoir ce côté très authentique de la vidéo, où on connecte à un utilisateur et à côté avoir des photos épurées, c'est une bonne balance. Je pense que, aujourd'hui, nous, on n'est pas sur la vidéo, donc on n'est pas de. Non, mais tu peux faire de la vidéo à partir d'une photo, non? Enfin, je suis comme tout le monde sur Google Photos ou j'imagine d'autres sur Apple Photos et Google me propose à partir d'une photo en 2D, du coup, des animations 3D, ce que je trouve assez hallucinant et je savais pas que c'était. Enfin, je savais pas. Si, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Il y a des applis de 3D qui permettent de le faire et je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Ce que j'ai vu sur la vidéo, c'est plutôt l'usage social où quelqu'un se filme en train de parler du produit qui est vraiment bien. Et je pense qu'en fonction des produits, la vidéo marche aussi pas trop mal. Mais c'est plus la partie social commerce qui est très impact. Mais donc ça veut dire qu'à partir d'une photo 2D, je peux imaginer un univers 3D, c'est ça? Enfin, je peux imaginer en fait la 3D c'est différents champs, ouais. C'est ça? Ouais, exactement. Alors ce qui se passe en IA, c'est qu'à partir de quelques photos de photos, packshot, on peut avoir un modèle 3D. Donc c'est un algorithme qui s'appelle NERF, qui permet d'avoir, et après on peut générer du contenu qui peut potentiellement être vidéo. Il y a des applis genre Luma ou Polycam qui font ça très bien, qui sont vraiment bluffantes. Et donc on peut vraiment avoir à partir de 3-4 photos d'un produit, avoir ce contenu vidéo qui va être créé, c'est absolument bluffant. Et la démo que Mathieu me faisait sur Photoroom, mais la feature est pas encore sortie, c'est ça? Alors nous on fait de la 3D, je pense que tu parles de ça. Ouais, c'est ça, l'ombrage. On a une ombre où l'ombre portée. Ouais, l'ombre portée qui a cette idée de 3D et c'est l'IA qui comprend la partie 3D, mais là il y a qu'une seule photo, donc c'est ça qui est absolument bluffant. Et donc du coup c'est cette idée que l'IA comprend la 3D et va recréer une ombre qui donne du volume, donc une ombre portée qui donne du volume à l'objet et qui est vraiment très réaliste, qui marche très bien pour les voitures, pour les tables, pour les meubles. C'était un des feedbacks des utilisateurs parce que nous on faisait des ombres un peu imaginées au début, mais de designers, donc 2D ça marchait très bien pour les vêtements en flat lay. Mais les utilisateurs on a des dizaines de milliers de photos de voitures et de meubles tous les jours, ils nous disaient vos ombres elles marchent pas pour ça. Et du coup on a lancé la semaine dernière, donc c'est live, une feature qui s'appelle ombre instantanée et qui crée vraiment cette idée d'ombre studio, et ça c'est créé par de l'IA générative. Ok, je peux faire le test en live? Vas-y, ouais, ça marche. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir améliorer. Donc, je vois Laurent faire la démo sur un verre transparent, pas les usages les plus faciles, mais sur ça marche. Il a compris. Alors, donc, je suis dans la salle où on enregistre les podcasts. La lumière est derrière moi. Il a compris que la lumière venait de derrière. Ouais. Il a porté l'ombre à gauche. Et la transparence au milieu du verre, qui est vraiment bluffante aussi. C'est assez bluffant. Cool. Merci infiniment. On va,
tu as des conseils à nous donner sur différents sujets. Donc la capture de photos, la prise de photos, les listings, hyper important. Comment être consistent, comment être uniforme, très bien. Tu as des conseils sur les packshots, et les packshots surtout en fonction de l'endroit où il se trouve, et de la projection, permettre de se projeter sur un usage produit, et quelques conseils marketing aussi, pour bien être en adéquation avec la plateforme sur laquelle les photos vont se trouver. Mais commençons peut-être par la capture, la prise de photos. Est-ce que tu as des... Ouais. Effectivement, alors nous, les utilisateurs, c'est des solopreneurs, c'est des gens qui ont pas forcément les moyens de commencer avec un shooting studio. Ce qui est très important avec l'explosion de l'IA et des outils, alors photo, je pense qu'on est leader sur le sujet, mais il y a plein d'apps pour faire de la photo. Ce qui est vraiment important et qu'on peut pas inventer en tant qu'outil, c'est la lumière qu'il y a sur le produit. Donc je pense que si avec un budget réduit, ce qui est important aujourd'hui, c'est de partir avec d'une photo qui est prise n'importe où, mais avec une bonne lumière. Donc la meilleure lumière, c'est la lumière extérieure, et avoir un éclairage assez uniforme. Donc c'est la même chose que des photographes professionnels, mais une lumière de ciel gris parisien, ça marche très bien dans ces cas-là, pas trop direct. Et une fois qu'on a ça, en fait, tous les outils vont avoir une bonne information, un bon éclairage pour pouvoir faire travailler dessus. Ouais. Donc avoir une bonne base. Une bonne base, voilà. Okay. Et le fond finalement est pas très. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour détourer, mais ce qui est vraiment dont Photoroom, la bonne base, c'est un bon éclairage sur le produit. Et donc un bon éclairage, c'est la lumière de l'extérieur ou une lumière assez uniforme, tamisée, uniforme. Pas un spot, quoi. Ouais, pas un spot. Donc le fond, c'est pas important, c'est quand même plus simple si il y a un fond plutôt uniforme, j'imagine, en tout cas pas trop de complexité. Ouais, alors effectivement un fond, alors l'IA comprend, moi je suis toujours bluffé. La semaine dernière j'ai fait une démo avec une raquette de tennis, c'était toutes les cordes sortaient parfaitement. C'est vrai. Et un fond pas très, donc c'est assez impressionnant, mais globalement oui, plus il y a de contraste entre le sujet et le fond, plus mieux la performance sera de l'éditeur. Ce qu'on voit nos utilisateurs faire, c'est effectivement Bijou, c'est plutôt fond noir où ça a un côté très très pro, et sinon tout le reste c'est plutôt fond blanc. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est avoir une lumière diffuse, uniforme, qui va éclairer le sujet plutôt de côté. Voilà. Quel type de photo ? Alors nous, les photos, en fait, ça dépend un peu de ce qui est rigolo, c'est que ça dépend vraiment de chaque verticale. Donc je pense que ça va revenir comme sujet en fonction des les vêtements, c'est plutôt soit flat lay, donc à vos pieds, en train de prendre le vêtement au plié. Flat lay, c'est posé à plat. Posé à plat, voilà, exactement. Les vêtements sur cintre, mais par exemple, je pense que en fait les gens ont besoin de se projeter, donc c'est ça la constance. Et donc on a besoin de voir le produit comme si on le voyait quand on allait l'utiliser. Donc sur cintre pour un vêtement, par exemple, on travaille avec des marketplaces de restaurants, comme Walt, qui est le concurrent d'Uber Eats. Et dans ce cas-là, sur un plat, on est plutôt à comment est-ce qu'on le voit dans son assiette, donc plutôt à 45 degrés, comme si on allait le manger. Donc je pense que la constance, c'est posez-vous la question de comment est-ce que votre client va voir ce produit, et voir aussi la concurrence qu'ils font, et comment il a l'habitude de le voir, et comment est-ce qu'il peut comparer. Donc un restaurant, c'est comme dans votre assiette, 45 degrés, un vêtement, c'est sur cintre. Une voiture, c'est plutôt, donc à l'horizon, on va avoir un peu de haut, mais comme on le voit dans la rue, en fait. Donc c'est vraiment ces angles qui sont importants. Et un meuble, on le voit en général debout, à 3-4 mètres. Ok, d'accord. Donc se projeter et faire de l'empathie avec l'utilisateur, la manière dont il va voir le produit. Peut-être un petit conseil en plus, d'ailleurs, c'est qui est pas évident, et j'ai mis un peu de temps à l'apprendre là-dessus, c'est si vous prenez les photos, alors le téléphone marche très bien, mais n'hésitez pas à prendre la lentille télé, donc x2. Lentille téléobjectif. Ouais, okay, s'il y a une bonne lumière, parce que alors la normale a tendance à élargir un peu le sujet, et la 0.5 là, le fisheye va encore plus le déformer. Donc vraiment, pour avoir un objet qui a l'air le moins déformé possible, le télé est la meilleure option. Et d'ailleurs, les photographes pros, si vous allez dans un studio, prendront plutôt des lentilles avec
télé ou portrait, quoi. Ouais, c'est ça, un 80 mm plutôt qu'un 25. Exactement. Ok, intéressant. Sur ma fiche Etsy, sur ma fiche eBay, je vais avoir tous mes produits et donc mon listing. Est-ce que là, tu as des conseils en particulier à donner? Ouais, ce qu'on a vu, c'est que les gens, en fait, il y a une fatigue quand il y a pas de uniformité sur le listing. Donc si sur votre fiche, surtout sur les marketplaces, ce qui ressort, c'est vraiment avoir cette uniformité. Donc avoir un fond blanc, ou un fond de la même couleur ou une couleur assez neutre, avoir des marges sur l'image carrée qui sont assez constantes. Donc très simple, parce que en fait le bruit, le fond blanc, c'est pour enlever le bruit, pour que les gens puissent passer plus de temps à faire sur du shopping. C'est pour ça que Google demande ça dans les résultats de search, de recherche. Donc vraiment essayer d'avoir quelque chose qui enlève le bruit autour du produit. Tout l'accent doit être sur le produit. Et voilà. Et donc et pour donner un exemple, pourquoi c'est important d'avoir des marges assez constantes, c'est on a des utilisateurs qui vendent des t-shirts. Si vous n'avez pas les mêmes marges autour de chaque t-shirt, instinctivement pour un utilisateur, il se projette dans un magasin, c'est que le t-shirt est plus grand. Et ça, je peux le faire dans l'app directement. Et donc ça, dans l'app, on a un mode série où on dit, je veux 10% de marge sur et ça redimensionne automatiquement tous les produits à la même taille pour qu'ils aient l'air d'avoir avoir la même taille en fait. Ok. Donc être consistent, uniforme. Voilà, pardon, uniforme. C'est traduction, mais professionnel, réduire le bruit, tu l'as dit, et puis surtout que toutes les photos aient à peu près la même gueule. Ouais. Donc c'est une question de marge, de fond, de taille. Ouais. Petit point, parce qu'on l'a vu de nos utilisateurs, ça c'était une anecdote assez rigolote, c'est tous les utilisateurs sur notre communauté disaient j'utilise Photoroom et après j'utilise une autre app qui s'appelle alors j'ai oublié le nom, je crois que Lighton. Mais en gros ils faisaient fond blanc et en fait les balances dynamiques des blancs des smartphones font que le produit il est adapté, mais que si on met un fond blanc il a l'air sombre par rapport à ça paraît logique quand on le dit, mais du coup si vous faites un détourage blanc, oubliez pas de augmenter la brillance, l'exposition du produit après. Donc dans Photoroom on a un bouton pour faire ça, mais si on peut aussi le faire avec nos téléphones, quoi. Ouais, et parce que du coup si vous faites un fond gris ou un fond bois sur une photo produit, après vous faites fond blanc pour le mettre sur eBay, tout de suite par rapport au fond blanc le produit a l'air sombre. Ouais. Ça c'est pas très vendeur. Donc corriger l'exposition du produit quand on l'a détouré, c'est très important. Dans la plupart des téléphones, dans la plupart des téléphones, vous avez une option pro dans l'appareil photo qui vous permet de jouer sur tous ces critères, et ça c'est le white balance si vous l'avez en anglais, je sais pas comment ça se dirait en français, mais balance c'est ça, des blancs. Balance des blancs tout bêtement. Du coup, la balance des blancs est pas la même quand on a mis un fond blanc que le fond original, donc il faut le refaire après avoir détouré le produit. C'est ça et le pousser, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et d'ailleurs on n'a pas commencé par ça, mais on aurait pu, mais aujourd'hui on peut donc faire ça semble une évidence après 35 minutes d'enregistrement, mais du packshot avec un téléphone. Ouais, nous on a des millions d'users qui le font, donc d'utilisateurs, c'est je fais du packshot, donc je détourne, je fais un fond blanc uniforme, une petite ombre, je fais la balance des blancs et voilà, c'est listé c'est sur Shopify, c'est sur eBay, c'est sur Vinted immédiatement. Il y a pas de connecteur avec un appareil photo? Non, avec un Shopify, un eBay ou un Etsy. Alors, on a une app Shopify en progrès, en bêta qu'on teste, donc ça va arriver très rapidement, et on essaye de faciliter la connexion entre Photoroom et d'autres marketplaces, donc ça va arriver, je pense, dans l'année. Ça va arriver dans l'année, ok. Donc sur les listings, être uniforme, réduire le bruit, optimiser, uniformiser toutes les photos avec de la marge, ne pas hésiter à pousser la balance des blancs. Sur la fiche produit, une fois que je suis arrivé sur la fiche produit, donc j'ai pris ma photo, tu nous as donné les conseils, j'ai mes listings et tu nous as donné des conseils. Sur la fiche photo, le packshot, est-ce que tu as des conseils? Quels sont tes conseils plutôt? Ouais, alors évidemment, une fois qu'on se connecte et qu'on regarde le produit, l'utilisateur, alors il veut ça être photo simple, mais il veut aussi se projeter. Donc ce qu'on voit, c'est qu'une première photo fond blanc, c'est bien pour l'uniformité. Après, avoir des photos où on peut se projeter, c'est important. Donc pour les vêtements, c'est quelqu'un qui porte le vêtement. Alors, ça dépend si on a le temps, parce qu'effectivement ça prend du temps de changer tout ça. Pour les bijoux, c'est se projeter dans une expérience d'achat. Donc c'est soit porté, soit sur des tables qui inspirent en fait l'image d'un bijou, donc du marbre, du bois, en fonction du type de bijou.
sur les voitures, ce qu'on voit, c'est se projeter dans un garage ou dans la rue avec la voiture. Mais je pense que la tendance, c'est vraiment c'est quoi, comment est-ce que je me projette. Et il y a plein d'exemples partout sur les grandes marques de comment je me projette. Nous, on a un des exemples Instagram que tu as donné, c'était sur des chaussures. C'est surtout sur des sneakers, c'est se projeter dans la rue, se projeter dans la outdoor, dans la forêt avec ses chaussures. Donc on prendra un fond qui marche bien avec ce sujet. Donc voiture, j'ai dit dans la rue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des meubles, c'est cette idée de se projeter dans un salon où il y aurait ce meuble qui est réaliste. Et en fait, c'est ce dont les clients ont besoin, c'est de pouvoir voir qu'est-ce que va leur apporter, qu'est-ce qu'il apporte comme valeur le produit que vous êtes en train de vendre. Donc le but, c'est de se projeter sur qu'est-ce que ça va apporter, quelle est la proposition de valeur de mon produit. Il y a une belle vidéo que vous avez sur votre compte Insta d'une photo de, je sais pas ce que c'est comme voiture, mais bref, d'une voiture. Ah ouais. Et donc le studio va tout de suite me proposer des fonds sur lesquels je pourrais la projeter, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, les voitures, c'est quand même un des exemples où je pense qu'on a encore besoin de complexe. En plus, t'as plein de reflets sur une voiture. Ouais, alors c'est complexe parce que tu les gardes à cause de la surface métallique, mais on est quand même à l'état où il y a beaucoup de vendeurs qui se baladent avec des plaques métalliques qu'ils mettent sur la plaque minéralogique pour pas reconnaître cette voiture-là, pour que la plaque d'immatriculation soit pas reconnue. Ouais. Et donc t'as des photographes qui se baladent dans Paris avec des plaques qui pèsent 1 tonne et qui parfois l'oublient pour les photos. Alors c'est assez facile de cacher la plaque d'immatriculation. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de choses pour réduire le coût de production de photos sur toutes ces verticales qui vont arriver. Enfin, ça prend un peu de temps les usages, mais ça va arriver très vite. Ton enseignement là, enfin ton insight en tout cas, c'est de permettre à l'utilisateur de se projeter, évidemment. Et ce que je trouve assez intéressant, alors c'est un peu un leitmotiv dans les conseils que tu nous donnes, hein, mais c'est toujours s'adapter à la fois à l'utilisateur, mais aussi à l'espace, à la verticale dans laquelle je me trouve. Ce que je trouve intéressant là, par exemple pour un meuble, c'est qu'on peut du coup, ne pas dire du coup, on peut conséquemment très facilement se projeter dans des univers assez différents. Donc je pourrais utiliser mon siège IMSS dans un salon à l'ancienne et chargé, dans un salon suédois, mais tout ça avec une seule photo. Ouais. Pour projeter l'utilisateur à différents endroits, à différents moments. Ouais, alors je peux me projeter dans n'importe quel, dans le salon qui va le plus à mon audience. Donc ça peut être un salon design, un salon cosy. Enfin, je pense que c'est des meubles qui sont intemporels comme c'est la chaise IMSS, ça peut aller partout, mais ça peut créer du contenu. Je pense que ce qui est important aussi maintenant, c'est cette idée qu'il faut le faire pour toutes les startups, pour les e-commerçants aussi, c'est recycler son contenu. Donc une fois qu'on a une photo qui est de qualité de son meuble avec un bon éclairage, le reprojeter dans différents univers pour à la fois avoir des héros qui sont différentes et les tester, ou même sur le social media, le contenu vend. Donc tester avec différents univers et voir ce qui marche pas auprès de son audience, c'est clé. Et aujourd'hui avec l'IA générative, on peut le faire en 2 secondes dans Photoroom, tester, voir ce qui marche. Enfin, c'est vraiment l'ère de l'A/B testing de contenu, quoi, de photos. C'est incroyable tout ce qu'on peut créer. Donc permettre à votre utilisateur, votre acheteur, de se projeter dans différents univers, le cas échéant, pour qu'il puisse se projeter sur l'utilisation de son meuble. On prenait cet exemple. Ne pas hésiter à recycler vos photos dans pour les réseaux sociaux, évidemment. Mais du coup, cette photo que j'ai prise de mon meuble peut alimenter à la fois mon site, mais aussi les réseaux sociaux, et puis durer un certain temps. Ouais, exactement. Ok. Sur la partie trust, sur la partie confiance, la réassurance, est-ce que tu as des conseils en particulier? Ouais, effectivement, notre but, c'est vraiment que les solopreneurs, les commerçants vendent plus. Donc, si c'est pour vendre et qu'après il y a un retour, ça, c'est pas très intéressant. Donc, ce qu'on fait et qui est très important pour nous, mais peu importe quel outil vous utilisez, c'est de pas changer les détails de l'objet. Donc, surtout qu'on vient de la deuxième main de eBay. Donc s'il y a un défaut, on garde le défaut et donc le but c'est de mettre en valeur, de changer la balance des blancs comme on disait, de l'éclairage, mais de pas cacher les défauts parce que sinon ça inspire pas la confiance. Donc notre détourage, notre IA générative pour créer des fonds, elle va créer c'est la différence dont on parlait tout à l'heure par rapport à par exemple un Midjourney qui va créer toute l'image. Là, ça va garder tous les détails du produit. Donc c'est important pour la deuxième main. C'est important pour les marques où en fait t'as pas envie de cacher le logo, t'as pas envie de changer les proportions, de changer le texte qu'il y a.
Et donc ça va garder tous les détails et seulement générer le reste. Et donc c'est ça qui inspire la confiance. Faut pas mentir sur la marchandise. Faut la mettre en avant comme si comme si c'était dans une belle boutique en fait. C'est ça l'idée. C'est marrant, j'en parlais avec un pote récemment, mais sur les sites de petites annonces, une photo de voiture dans laquelle je vois enfin les griffures ou les trucs sont pris en photo m'inspire effectivement, me donne confiance. Je me dis bon, il y a pas de Europe. Je vais pas en découvrir d'autres une fois que j'arrive sur place, tu vois. Ouais. Très bon état, mes petites griffures sur l'aile arrière, photo de la griffure. Bon, bah voilà, c'est dit quoi. Ouais, exactement. Et enfin, je pense que c'est ce que les gens cherchent, c'est quelque chose qui met en avant, mais qui garde la vérité. Autre sujet et conseil hyper important, c'est de savoir s'adapter à la plateforme. Je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, à aller sur Google Shopping pour voir un exemple de ce qu'on va dire. Et vous tapez Campsider, C-A-M-P-S-I. Je dis une bêtise. Je me suis perdu. SIDER, hein, c'est ça? SIDER, ouais. SIDER, et du coup, vous allez voir des visuels produits qui ont été faits avec Photoroom, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Cliquez sur l'un des produits, vous verrez, ils sont sur fond blanc, vous arrivez sur le site et ils sont plus sur fond blanc, ils ont un autre fond. Ouais. Donc ça, c'est cette idée de la trust, de la confiance avec les utilisateurs, c'est que la plateforme Google Shopping va demander un fond blanc pour ses créas. Donc c'est ce qu'on a fait avec Campsider où ils utilisent Photoroom, ils vont détourer leurs photos qui ont été, eux, c'est du contenu généré par les utilisateurs, mais ça peut être des packshots que vous avez fait pour n'importe quel produit. Et sur Google Shopping, avoir un fond blanc pour eux, ça a fait 15% de performance en plus sur leurs ads. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est un gros gain de performance. Et et ça permet vraiment il faut s'adapter. Les résultats sur Google, c'est fond blanc. Donc on s'adapte et sinon ça fait la performance elle est vraiment les gens s'attendent à ça pour pouvoir voir rapidement tous les résultats. Donc le fond blanc sur Google Shopping, c'est important. C'est une évidence. Ouais. Enfin, c'est une obligation. OK, Google Shopping fond blanc, c'est pareil sur eBay puis qui fait de la Alors, ouais, eBay fond blanc pour leur marketplace et aussi parce que eBay va mettre en promotion va faire la promotion de produits va acheter du contenu sur Google, des ads, et va placer les produits. Donc si vous n'êtes pas fond blanc sur eBay, ils vont pas vous mettre en avant sur leur campagne d'ads de Google Shopping dans leur achat média Google Shopping. OK. Donc il y a des conditions parfois sur certaines plateformes, mais quand il y en a pas, allez en gros c'est de l'insight, hein, allez voir ce que font les bons produits ou les produits qui se vendent ou en tout cas les produits les plus visibles pour faire pareil. Ouais. Donc s'adapter à la plateforme sur laquelle on va vendre. Exactement. Et par exemple, pour montrer à quel point c'est vrai, c'est-à-dire que récemment on a fait des tests sur des vêtements sur Facebook et on a mis une photo originale, donc très Facebook Marketplace, fond blanc et IA générative. Et sur Facebook, l'IA générative a l'air plus réaliste, mais était jolie, et c'est celle qui performe le plus en conversion, en click-through rate sur les ads. Donc Facebook, les gens cherchent quelque chose de plus authentique, plus réaliste, et du coup l'IA générative, les fonds instantanés générés par Photoroom marchent mieux. Les fonds instantanés, je l'ai dit au début de l'épisode, mais je le redis, je crois, sont générés de manière individuelle pour moi. Donc quand vous avez détouré l'objet, vous avez des instant backgrounds, ouais, des fonds instantanés. C'est une IA qui a généré le fond pour moi. Est-ce que je peux moi en demander d'autres, en faire? Il y a une librairie de prompts qui génère des fonds. Oui, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé il y a 3 mois où les gens écrivaient leur texte pour décrire le fond. Ça a pas très bien marché. Les gens c'était un peu, il y avait cette angoisse de la page blanche. Donc là, on a relancé avec des scènes qu'on a écrites. Comme tu le dis, ce qui se passe, c'est que l'IA va comprendre l'éclairage, comprendre le produit et la perspective, et adapter le fond à tout ça, à cet éclairage, ce produit, cette perspective, et générer un fond unique. Donc il est unique pour ta photo, à tel point que certains utilisateurs, vu qu'on dit pas que c'est de l'IA, parce qu'on essaye de faire de l'IA utile, mais on le dit pas forcément, les gens voulaient réutiliser ce fond unique, mais du coup ils sont obligés de le sauvegarder et après le réutiliser. Enfin, on va s'améliorer là-dessus, mais c'était rigolo on le fait tellement vite et les gens réalisaient pas que c'était unique là-dessus. Et ce qu'on va lancer dans quelques jours, tu vas pouvoir écrire toi-même ta description de fond et pouvoir la réutiliser. Donc, je pourrais avoir le style de ma marque, ou en tout cas projeter en plus l'univers. Ok. Excellent. Je crois qu'on a fait le tour. J'aimerais un peu t'interroger sur la 3D. Donc il y a Photoroom qui existe. Il y a plein d'autres outils qui vous permettent de faire du packshot sans faire un shooting
coûteux et fastidieux. C'est très bien de faire des shootings, mais il y a d'autres options du coup. T'as un avis sur la 3D, l'usage de la 3D? Ouais, alors je pense que t'as fait la démo tout à l'heure, donc pour l'usage de la 3D pour ce qui est pour un rendu 2D final, si vous n'avez pas de designer 3D dans votre équipe ou à bas coût, ça, il y a quand même plein de contraintes. C'est-à-dire qu'il faut scanner le produit en 3D, il faut après le manipuler et composer une scène qui marche en 3D. Ce qui est assez exceptionnel dans l'IA générative, c'est qu'il y a l'IA comprend en fait elle a vu des milliards de photos de ce produit avec le rendu que ça faisait. Donc il y a cette compréhension de la 3D de l'objet qui est alors on dit latente dans la technologie dans l'IA, mais en gros l'intelligence artificielle comprend la 3D, le volume de votre objet et va créer des ombres, des éclairages qui vont être logique, réaliste pour cette 3D. Donc si vous voulez tester, il y a cette feature de ombre instantanée qui montre très bien. Enfin là, on peut faire l'exemple, on a fait l'expérience tout à l'heure avec une chaise avec 4 pieds. Elle va comprendre ces 4 pieds qui touchent le sol et avoir des ombres de contact pour ces 4 pieds. Donc pour avoir une première version en fait en tant que solopreneur ou de petit business, avoir une ombre réaliste de 3D, ça marche très bien avec de l'IA générative aujourd'hui. Et donc je pense que pour la plupart, nous, pour donner accès au même niveau que Nike, que H&M, que Ikea à des entrepreneurs, à cette ce réalisme de 3D, je pense que l'IA générative suffit en fait. Et il y a plein de choses à tester sur ce sujet. Cool. Photoroom fait partie des apps que vous pouvez tester. Mathieu, merci infiniment. C'est assez hallucinant cette croissance que vous avez connue et merci pour ces tips que tu nous as donnés. C'est marrant, nous, il y a quelques années, on a fondé une boîte qui s'appelle Ocus, cofondée, comme Miro qui voulait professionnaliser la photographie immobilière et on partait du constat plutôt que sur les sites américains, canadiens, mais même nord-européens, il y avait beaucoup plus d'efforts qui étaient mis sur la photographie. T'avais du home staging et puis des photographes professionnels pour des biens, alors qu'en France, c'était des vendeurs, des agents immobiliers, j'en sais rien, qui prenaient des photos à contre-jour dans des apparts dégueulasses, mal rangés avec téléphone. Et du coup, on s'est dit, c'est dommage, on doit certainement y venir. Et je pense que sur la photographie produit pour les revendeurs, vendeurs, petits business owners, on est sur le même point de vue. Donc, ton principal enseignement aujourd'hui, c'est professionnaliser la photographie. Il y a des manières simples de le faire et peu onéreuses. Pensez toujours à l'utilisateur final et à la manière dont il va consommer, voir votre packshot. Pensez à la plateforme sur laquelle vous allez le pousser, puisque chaque plateforme a ses codes. Et pensez à la verticale, puisque à chaque verticale, ses propres codes. Ouais, et je pense pas que ce soit une stat qu'on ait donnée là, mais c'est 72% maintenant du commerce en valeur se fait sur mobile. Et quand on regarde une fiche produit sur mobile, 60% de l'écran, c'est une photo en grand. Donc aujourd'hui, un peu le template, le modèle de WooCommerce ou Shopify est un peu moins important parce que en fait les gens consultent pas sur desktop et ce qui compte c'est avoir une belle photo produit et c'est ça que les gens voient en premier. Alors, je crois qu'en Chine c'est 84% d'ailleurs du commerce qui arrive sur mobile. Mathieu, merci infiniment. Si vous voulez prolonger la conversation, c'est Mathieu avec 2 T, Rouif, R-O-U-I-F. Je t'ai pas demandé, je prononce correctement? Ouais. Je l'ai fait naturellement, mais bon, ok. Et Elliot Andres sur LinkedIn. Et évidemment, allez tester photoroom.com si vous voulez voir de quoi on a parlé depuis 1 heure. Merci infiniment pour ton temps. Merci Laurent. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.